Bonjour, mesdames, messieurs, et bienvenue au Soundcheck Podcast qui, aujourd'hui, c'est un tout premier épisode du Soundcheck Podcast Studio. Je ne sais pas si vous le voyez, mais on a deux logos. On a le Soundcheck Podcast et le Soundcheck Podcast Studio. Et on a créé le Soundcheck Podcast Studio pour des entrevues qui ne sont pas aujourd'hui devant le public, des membres de la famille, mais pas devant le public. Et souvent, ça va être des entrevues en studio, des entrevues un peu plus intimes, des entrevues où est-ce que je peux me permettre davantage de me concentrer sur mon invité qui est aujourd'hui. Son nom est aussi Steven Bilodeau. Et c'est drôle parce que hier, on faisait un podcast en direct de l'Expo Trois-Rivières parce que c'est là où est-ce qu'on tourne présentement. On est dans le Colisée. C'est tout ça, Fred? Jean-Guy Talbot. Dans le Colisée, Jean-Guy Talbot, qui est un ancien joueur du Canadien de Montréal. Et on a décidé de s'installer ici parce que on ne pouvait pas l'installer à l'intérieur de la programmation, être sur la scène principale, la scène Mazda, sur la place Mazda. Alors, on le fait à l'intérieur. C'est un hors-série, premier Soundcheck Podcast Studio. Et le Soundcheck Podcast Studio, sa particularité, c'est que ce n'est pas devant public et ce n'est pas live non plus sur toutes nos plateformes, hein, Fred Gamache. Et je ne sais pas pourquoi je t'interpelle là-dessus, mais... Je suis là, sidekick, je suis à ça cher. Exactement. Vous l'avez reconnu, c'est mon ami co-animateur. Sidekick, j'aime ça, appeler ça sidekick. C'est quand même un petit peu violent, mais pas trop violent. Fred Gamache, mesdames et messieurs, m'accompagne sur ce podcast-là qui se veut un podcast un peu moins humoristique, mais ça se peut qu'on ait du plaisir et qu'on rit beaucoup. Ben, ça sera le fun. Qu'on rit beaucoup, même si on s'en va travailler un petit peu plus. Avec un humoriste dans la gang, ça part déjà bien. Le côté human de la chose. Donc, on peut dire que c'est Steven Bilodeau qui rencontre Steven Bilodeau. On se fait une lutte présentement sur les réseaux sociaux à savoir qui va tomber le plus souvent dans l'algorithme de Google. Et hier, je faisais un podcast, c'est un peu ce que je voulais vous dire. Je mentionne, qu'est-ce que je mentionnais à ce moment-là que tu as été interpellé, où il y a quelqu'un du panel qui a interpellé ton nom. Et tu étais dans la foule, puis tu m'as dit « Hey, c'est toi le gars qui prend plus de place sur Google Exactement. que quand moi j'ai débuté ma carrière dans les médias. » Steven Bilodeau, bienvenue sur le Soundcheck Podcast Studio. Très content de te recevoir. Très content, parce que c'est une particularité d'avoir le même nom, puis en plus, notre nom s'écrit de la même façon. Oui, exact. Mais tu as été connu des médias et du grand public avant moi parce que, t'es un jeune homme, tu as 16 ans aujourd'hui, tu vas avoir 17 ans dans quelques jours. Donc, tu es un jeune homme, je vais dire philanthrope, ou du moins un bénévole qui s'implique dans sa communauté. Puis c'est un petit peu ça qui t'a fait connaître du grand public. Explique-nous, ça a été quoi les premiers balbutiements qui ont attiré l'intérêt du public? Je dirais que mon entrée au secondaire a déjà mis en intérêt mon goût d'aider les autres. Et c'est vraiment la pandémie qui a fait partir mes implications de manière plus générale. Tu avais quel âge à ce moment-là? Début de la pandémie, j'avais 13 ans. Oui. Donc, je savais pas trop quoi faire. Je ne suis pas quelqu'un qui aime ça rester assis, rien faire. C'était quoi tes loisirs à 13 ans? Pour moi, depuis que je suis tout petit, ça a toujours été la politique. Ça a toujours été à 13 ans, tu es un tripeux de politique. Oui, je le suis encore aujourd'hui, mais oui, depuis que je suis tout petit, je n'avais pas commencé mon implication en politique. Là, je l'ai commencé depuis. Qu'est-ce que tu faisais à 13 ans? Tu lisais des articles politiques, tu écoutais la télévision? J'ai toujours aimé l'actualité, entendre parler de l'actualité, mais j'ai aimé aussi le contact humain avec les gens. J'aimais ça aller parler avec les gens, rencontrer des personnes âgées. Dès l'entrée de mon secondaire, j'ai fait avec mon équipe, on a ramassé des fonds pour Opération Enfant Soleil, secondaire 1. Quand tu dis ton équipe, qui est ton équipe? Là, ce n'est plus mon équipe, mais au début, dans ma concentration en entrepreneuriat, on avait une équipe, on était... Ça, c'est au secondaire, la concentration en entrepreneuriat? À l'École des pionniers. Entrepreneuriat. Ça va bien? Good? Continue, je m'excuse. Puis, il n'y a pas de problème. Puis, c'est ça, on était divisés dans nos classes pour des projets. Puis, avec les gens qui étaient dans ce projet-là avec moi, on a ramassé des fonds pour Opération Enfant Soleil. D'ailleurs, je suis né, moi, prématuré. Quand je suis né, je pesais 2 livres, 1,5 livre. Même. Combien de mois? Est-ce que tu le sais? Je suis né... Faut après demander à maman? 32 semaines, OK. Ouais. Ça a toujours été pour moi important d'aider les autres, d'aider les gens. Est-ce que sa survie était précaire à ce moment-là? Oui. Donc, les médecins, est-ce que... au CHUL de Québec, 1 mois et demi, et puis ils tentent de te survécu de cette naissance prématurée. Tu t'es battu et tu continues toujours à te battre, je vais dire ça comme ça. Moi, j'aimerais ça vraiment connaître la genèse de ça. À quel moment tu as commencé à écouter les nouvelles et à t'intéresser à la politique, à l'actualité? 7-8 ans à peu près. Ah oui, hein? Oui, je me rappelle quand toi, tu n'écoutais pas les petits bonhommes? Tu écoutais davantage? Quand j'étais plus jeune, mais j'ai commencé rapidement. Oui, Pierre Bruno. Puis
tous les autres médias aussi, j'ai aimé lire l'actualité. Puis je me rappelle quand j'étais plus petit, là, je faisais asseoir mes parents, puis on écoutait ensemble, là, OK, on écoute le débat des chefs ce soir, puis là, je vais vous dire pour qui moi je voterais, puis je prenais mon calepin, puis je prenais des notes, puis à la fin de la soirée, je disais, OK, moi je pense que cette personne-là mérite ma confiance. Puis ben, comme mes parents n'étaient pas nécessairement aussi intéressés que moi par la politique, ben, j'allais avec eux dans l'urne, puis je choisissais la case à cocher. Donc, ah oui, hein? Ouais, fait que tu votais pour tes parents. Ben, je dirais pas comme ça, mais je dirais que je faisais une influence positive dans leur manière de décider. Puis oui, peut-être qu'une fois, toi puis moi, j'ai coché la case aussi, là, quand j'étais jeune. Je passais encore, là, j'étais tellement petit qu'on me voyait même pas rentrer dans l'urne. Aujourd'hui, ça passe. Tu vas être assez fier de mettre le X toi-même là-dessus. T'as-tu dépassé le rond? Je pense pas. Okay. Je pense pas. Non, mais je sais pas, à cet âge-là, peut-être que tu dessinais mal. Peut-être que le vote a été annulé aussi parce que c'était pas clair non plus. Exactement. Là. Un bonhomme sourire dans la case. Est-ce que tu te souviens la première fois que tu es allé voter avec tes parents? Tu as voté pour qui? C'était-tu le conseil, le conseil C'était pour le fédéral. C'était pour le fédéral. Okay. C'était dans l'élection de 2015, la première élection dans laquelle c'était Stephen Harper contre Justin Trudeau. Oui. Puis j'avais voté pour qui? Ben, c'est pas moi. Ben, c'est-tu moi qui avais voté à ce moment-là? Ben, le candidat exact dans Trois-Rivières, je pense que c'était Valérie Renaud-Martin. Oui. Ouais. Je pense que c'est pour le Parti conservateur? Pour le Parti libéral. Fait que j'avais voté. T'avais influencé tes parents à voter pour le. Oui, ma mère, elle trouve déjà Justin Trudeau tellement beau et charismatique oui, que c'était. C'est des bonnes raisons pour voter pour quelqu'un aussi. Ah oui, exactement. Le charisme et la beauté. Ben, ça en fait partie. Hein, pour un politicien, l'image est importante aussi. Fait que c'est sûr, là, quand on se base juste sur ça, c'est un peu décevant, là, parce que être compétent, être charismatique, c'est pas toujours des choses qui vont nécessairement ensemble ou pas. Puis, mais oui, je pense que le charisme est important en politique. Puis aussi le fait d'être capable d'aller chercher les gens, puis le contact avec les gens. Tu peux être un très bon penseur, d'avoir des bonnes idées, mais si tu n'es pas capable de les transmettre à la population correctement, l'inverse aussi, si tu es juste un bon orateur, mais que tes idées ne rejoignent pas les gens, je pense que c'est une complémentarité qu'il faut entre les deux. Là. Oui. Ma question, c'est, est-ce que tu as déjà trouvé, je vais dire la sphère amusement avant celle d'être engagé envers l'intérêt, la politique, l'actualité, parce que quand même, très, très jeune, j'ai pas vu ça souvent, j'ai pas entendu ça souvent, que l'intérêt pouvait venir aussitôt que 7 ans. Donc, j'allais dire, est-ce que tu as déjà eu des loisirs, autres que de l'information, la politique? Bien, premièrement, ça dépend. Pour les gens, c'est différent ce qui les allume. Oui. Pour moi, c'était... Moi, c'est ça, je veux apprendre à te connaître toi. Moi, pour moi, c'est amusant. La politique, c'est intéressant, mais il n'y a pas juste ça, évidemment. J'ai d'autres passions, la musique en fait partie. Quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup plus encore aujourd'hui la cuisine. J'aime ça cuisiner, j'aime ça écouter de la musique, passer du temps en famille. Fait que, oui, il y a d'autres choses, puis c'est toujours avec la politique, c'est ça qu'il faut balancer. Parce que c'est un milieu qui n'est pas nécessairement facile, il faut savoir bien balancer, mais c'est sûr que la politique, ça occupe une grande place là, pour moi. Là. C'est intéressant. Dès les premiers balbutiements de ton intérêt vers ça, est-ce que c'est tes parents qui t'ont poussé vers ton intérêt ou c'est toi vraiment qui davantage les incitait à te laisser faire? Je les ai amenés avec moi. Je les ai amenés dans ma passion. Ma passion a commencé, puis de plus en plus, ils ont de l'intérêt. Je ne dis pas que ça deviendrait des politiciennes, mais oui, ils ont de l'intérêt quand même à s'impliquer, puis aussi, ils n'ont pas le choix quand ils ont un jeune comme moi qui est aussi allumé, ils veulent me suivre là-dedans puis avoir les mêmes intérêts aussi, mais oui, ils ont appris à aimer la politique. Ton premier projet du secondaire, justement, pour rentrer pour en fait proposer à tes collègues à l'école de choisir de faire un projet pour les aînés, comment tu as réussi à convaincre ces jeunes-là qui devaient probablement avoir des intérêts différents de la tienne? Bien, c'est ça. Ce projet-là, le premier projet pour un aîné avant la pandémie avec Juan, qui était une personne atteinte d'un cancer incurable. Juan, est-ce que tu connais son nom de famille? Montesinos. Juan Montesinos, malheureusement, qui est décédé à l'été 2020. Je salue sa femme, qui est extraordinaire, Emilia Leiva. Puis, c'est ça. Donc, c'est quelqu'un que je connaissais qui faisait de l'implication sociale dans la communauté à Trois-Rivières. Puis, j'ai appris à bien l'apprécier. Puis, quand j'ai eu comme idée, c'est ma mère qui m'avait dit hey, tu pourrais peut-être faire comme Chantal Lacroix avec de nos suivants. Oui. Fait que, j'avais eu cette idée-là, puis j'avais contacté Juan pour lui demander c'est quoi le rêve. Si tu avais un rêve à faire, qu'est-ce que ce serait?
puis, il m'a dit j'aimerais ça revoir ma nièce une dernière fois avant que je décède parce qu'il savait que le temps commençait à manquer. Donc, je me suis assis avec mon équipe, l'enseignant à l'époque qui s'occupait de ce projet-là. Puis, j'ai dit pourquoi on réaliserait pas le rêve de quelqu'un qui était dans le besoin. Puis, finalement, ça s'est concrétisé. Donc, Quand tu dis ma mère m'a suggéré de faire un projet un peu à la Chantal Lacroix, tu voyais ça comment, toi? Est-ce que c'était quoi l'intérêt de faire un projet comme Chantal Lacroix? En fait, c'était plus ça. Qu'est-ce qui te motivait là-dedans? Est-ce que c'était la reconnaissance? Est-ce que c'était l'intérêt envers, entre autres, les personnes âgées? Parce que là, tu t'impliques beaucoup au niveau de la jeunesse. On va en revenir tantôt. Mais en fait, oui, c'est ça. Davantage, qu'est-ce qui te motivait à faire un projet comme celui? Est-ce que tu souhaitais déjà faire la télé ou des médias? Pas du tout. Moi, sincèrement, ça a venu vraiment avec la pandémie, puis c'est venu un peu sans même que j'aie l'appréhension. Je dirais que ça a été un coup. Là. Ça a propulsé, puis j'ai pas eu l'occasion de voir ça venir, surtout avec mon projet Solide Aîné, qui a duré 2 ans pour les aînés, justement, le projet qui m'a fait connaître au début de la pandémie. Ça a parti d'un média qui m'a contacté après que j'ai mis ça sur mon Facebook. Mais qui a informé le média? En fait, j'essaie de trouver comment toute cette couverture médiatique-là a commencé dans ton cas. Ça a commencé dans mes souvenirs. J'avais fait un post sur Facebook pour chercher des aînés, chercher des jeunes qui voulaient s'impliquer aussi. Ben oui. Et après, j'ai contacté, de là mon intérêt pour la politique, j'ai contacté des députés, des ministres dans la région et dans d'autres régions aussi pour m'appuyer dans ce projet-là parce que c'était quand même touché d'aller voir des aînés puis d'aborder des résidences là-dedans. Fait que je sentais que j'avais besoin d'avoir un appui pour rendre ça plus officiel. Pas impliquer le politique, mais je voulais bénéficier de l'appui qui nous permettrait exactement. Parce que quand j'approche une résidence, quand j'approchais les résidences plutôt, là, c'était un gage de confiance de savoir que j'étais appuyé, exemple, par Marguerite Blais. Donc, ça servait beaucoup à développer un lien de confiance puis à peut-être sauver du temps puis des étapes aussi de vérification pour quoi que ce soit. Là. Marguerite Blais qui était ministre des aînés des proches aidants, à l'époque. Oui. Ouais. Donc, le fait que tu connaissais un peu la politique, tu t'intéressais à la politique, tu as dit, moi, dans mon premier projet, si je vais chercher l'appui du politique, ça va me donner un coup de main. Oui. Et c'est suite à ça, tu fais un post, tu as les appuis, et là, les médias commencent à te découvrir. Les médias ont commencé, puis un média en amène d'autres aussi qui veulent se joindre puis relayer la nouvelle. Oui. Et puis ça a duré quelques temps. Toujours sur le même projet? Sur le même projet. Qui s'appelait quoi à l'époque? Solide Aîné. Solide Aîné. Oui, pour briser la solitude des aînés. Est-ce que tu veux nous présenter? Qu'est-ce que le projet? Est-ce que c'était sur 1 journée, 2 journées, 3 journées? Je le sais que tu l'as déjà dit dans les médias, puis les médias mais j'aimerais ça que mes auditeurs connaissent vraiment c'est quoi le... Ça a duré 2 ans, donc de mars-avril 2020 à 2022, mars-avril aussi. Et on appelait chaque semaine des aînés. Donc, il y avait au pic de notre projet, il y avait 100 aînés, 75 jeunes. Donc, c'était soit par la poste, par des lettres par la poste, c'était soit par courriel aussi, ou par téléphone. Donc, les aînés s'inscrivaient, on les jumelait avec un jeune. Plusieurs jeunes avaient plusieurs aînés également aussi. Puis, au fil des semaines, ils développaient vraiment un lien de confiance. On avait développé des formations pour que les jeunes puissent savoir aussi, avec des personnes vulnérables, comment on interagit, parce que leur but, exactement, on en a vu des aînés qui étaient vraiment en grande détresse, puis on n'est pas des intervenants. On n'était pas des intervenants, puis on ne l'est pas plus aujourd'hui en tant que jeunes. C'est là pour offrir un support moral. Ça. Pour un support, puis aussi pour partager notre expérience aussi. Puis juste briser l'isolement, puis avoir du plaisir à discuter, puis développer ces liens. Donc, c'est vraiment le concept était un jeune communique avec un aîné, puis on fait des gains émotionnels à partir de là. C'est extraordinaire. Puis ça a parti, je pense, aussi du fait que j'ai toujours été très proche de mes grands-mères, particulièrement. Pour moi, maman s'appelle comment? Hein? Elle s'appelle comment, grand-maman? Ma première grand-mère s'appelle Ginette et ma grand-mère que j'appelle surtout ma mamie, là, qui s'appelle Diane. On les salue. Oui, donc, Diane est plus importante que ton autre grand-mère? Je dirais pas plus importante, mais on est plus proches. Okay. Surtout pour la distance, parce que ma grand-mère, Ginette, habite à Amkoui actuellement, puis avant était de Montréal. La Gaspésie puis le centre du Québec, c'est... Exactement. Puis ma grand-mère, je la vois tous les jours parce qu'elle habite à Trois-Rivières aussi. Toi, tu es natif de Trois-Rivières? Tu habites à Trois-Rivières? J'ai habité toute ma vie à Trois-Rivières, sauf quand j'étais plus petit à Québec pendant peut-être quelques mois. Là. Puis la plupart de ta famille sont ici dans la région de Trois-Rivières? Good. On est content de te recevoir à l'Expo Trois-Rivières. Dans ma ville? Dans la ville. 116e édition. Tu n'étais pas là à la première édition, hein? Probablement pas. Non. Sinon, je serais pas assis ici. Tu n'étais même pas là à la 100e édition. Non, peut-être depuis une dizaine d'années. Oui, hein? Que tu te promènes sur le site ici? Que je viens à chaque année depuis que je suis tout petit. Qu'est-ce que tu aimes le plus de l'Expo Trois-Rivières? Ça va paraître cliché, mais rencontrer les gens. Aussi que ce soit rencontrer les artisans. Ah, parce que tu es connu.
aujourd'hui? Non, pas du tout. Je suis pas aussi connu que toi. J'ai pas réussi encore à aller toucher ce degré-là. Alors, premièrement, je dois dire, on n'est pas en compétition avec qui va être le plus connu. Au contraire, c'est la rencontre de je vais dire, deux artisans. Parce que comme artiste aussi, on est artisans. Puis moi aussi, je suis en fait une sorte de philanthrope à ma façon. Puis je suis très, très, très content. Je vois la beauté. Parce que c'est important dans un projet comme celui-là, pour justement faire face à des difficultés. Puis les aînés en font face à des difficultés. Puis en plus, ils ont un bagage de vie en arrière d'eux qui leur donne probablement aussi du fil à retordre dans certaines. Et quand tu vis des émotions agréables, comme tu l'as proposé pendant 2 ans, c'est sûr que ça rend leur parcours beaucoup plus allégé. Exact. Moi, je t'en remercie, je te félicite. Écoute, d'avoir commencé ce projet-là à l'âge de 12 ans, parce que tu étais... 13 ans. Mais 13 ans, tu étais au secondaire ou tu étais au... J'étais en secondaire 2. Ouais, okay. Au milieu de mon secondaire 2. Donc, tantôt, je pensais que le projet qu'on discutait, c'est celui du secondaire qui était ton premier projet. Bien, Solide Aîné, c'est mon premier projet toute seule. Parce que celui-là avec Juan, c'était mon deuxième projet avec l'école. Parce qu'au deuxième l'école, mais là, on était rendu au secondaire. Oui, exactement. Okay, première secondaire, ça a été pour Opération Enfant Soleil. En deuxième secondaire, on avait commencé le projet avec Juan. Qu'est-ce qui était le projet avec Opération Enfant Soleil? On avait fait un souper-spectacle à notre école. On avait ramassé 2300 $ environ pour la cause. Fait qu'on avait fait venir des artistes à l'école. On avait fait un souper bénéfice, que c'est notre classe qui avait cuisiné pour les parents, puis les élèves qui étaient venus aussi, les membres du personnel. Oui. Puis après, on a ramassé des fonds, puis je suis allé le donner au nom de notre école là, au Téléthon Opération Enfant Soleil, qui était de mémoire en 2018, ouais. 2018, on est en 2023, donc ça fait 5 ans que tu avais à ce moment-là, exactement, à 12 ans. C'était en juin, donc à la fin de ma première année. Tu sortais du primaire, tu rentrais au secondaire. Exactement. Quand tu avais ces idées-là de projet, j'imagine que c'est ta famille qui t'a aidé à les réaliser? Bien, soit qu'ils m'ont aidé à avoir l'idée, parce qu'à cet âge-là, je pensais peut-être pas nécessairement à toutes les idées. Bien, c'est surtout surtout ma mère qui m'a donné les idées, puis qui m'a donné la base pour, après ça, me laisser aussi l'occasion de développer cette idée-là, puis de la développer aussi avec les gens qui faisaient partie de mon équipe, que ce soit l'équipe école, que ce soit les autres élèves. Oui. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est une multitude de personnes, mais elle m'a souvent donné des idées de départ pour commencer le projet aussi. Puis comment tu faisais pour mobiliser les bénévoles autour de toi dans un projet comme celui-là? Parce que tu n'avais sûrement pas de budget pour rémunérer les gens. Bien, comment ça fonctionne dans le programme entrepreneuriat, c'est que en première et deuxième secondaire, tu dois faire un projet entrepreneurial. Oui. Tous les élèves doivent passer par ce projet-là. Okay. C'est pas toutes les élèves. C'est quelle école qui a ce programme? L'école secondaire des Pionniers à Trois-Rivières, pas très loin d'ici d'ailleurs. Oui. En fait, en arrière d'ici. On les salue. Très proche. Oui. Puis, c'est ça. Donc, tous les élèves devaient s'impliquer dans un projet. Évidemment, c'est pas tous les élèves qui ont choisi de faire un projet philanthropique. Il y en a d'autres que c'était dans leur école. Il y en avait que c'était vraiment dans la communauté. Oui. Mais, donc, et voilà. Fait que, dans notre classe, on devait être séparés en équipe. J'ai apporté mon projet. Puis ça passait avec les élèves aussi. Ils étaient intéressés à participer à ces projets-là, tant mon premier que le deuxième. Dans le fond, tu es quelqu'un qui est un leader. Les gens, rapidement, tes amis te suivent dans tes projets. Bien, j'essaye parce que souvent, j'ai quand même du charisme et des idées. Oui. Puis, tu te comportes comme un politicien. Un politicien en herbe, peut-être. Ah, j'aime ça. Mais je tente le terrain. J'aime ça. Parce que c'est vraiment ça que je veux faire plus tard aussi. Donc, est-ce que c'est ta famille qui ont aidé aussi à mobiliser les bénévoles autour de ces projets-là ou l'école te supportait même? L'école me supportait beaucoup là-dedans parce qu'on a un enseignant son travail, c'était de nous supporter justement là-dedans. Mais ma famille a été bénévole aussi à plusieurs reprises dans mes projets également aussi. Même ma grand-mère, Diane, était là à mon spectacle, à la table pour vendre des articles promotionnels d'Opération Enfant Soleil. Puis ils ont fait un très bon travail pour nous supporter là-dedans aussi. Là. Donc, en plus de tout l'argent que tu accumulais pour un organisme comme Opération Enfant Soleil, il y a des petits qui se faisaient parce qu'il y avait de la marchandise et des produits dérivés qui se vendaient. Puis au profit d'Opération Enfant Soleil. Fait que dans le montant que j'ai dit tout à l'heure, c'était vraiment tout inclus. Donc, avec la vente d'articles promotionnels, les billets aussi, les dons qui ont été récoltés aussi lors de cette soirée-là. Fait que ça a vraiment commencé avec ce projet-là. Après, avec mon projet pour réaliser les rêves, là, on a eu l'occasion, malheureusement, de faire une seule personne parce que la pandémie est arrivée. Oui. Et c'est là que je me suis retourné de côté parce que là, c'était pas un projet avec l'école. L'école était fermée. Mais j'ai parti ce projet-là et l'école a quand même collaboré là, super bien encore une fois. Même si l'école était fermée. Même si l'école était fermée. Mon enseignant à l'époque, Patrick Leblanc, a donné énormément de son temps dans ce projet-là. Donc, c'était pas l'école qui te supportait, mais davantage un enseignant qui, lui, ta cause, lui tenait à cœur et voulait s'impliquer
bénévolement de son propre temps. Exactement. Puis après ça, il y a eu une autre personne aussi à l'école qui s'est impliquée, l'animation comme vie spirituelle, engagement communautaire, quand l'école a rouvert. Mais j'ai eu... Qu'est-ce que c'est, ça, cette branche-là d'engagement? Je ne saurais pas comment l'expliquer exactement, mais... C'est un peu c'est un département de catéchèse? Ou Non, c'est vraiment... Leur but, c'est de faire des animations dans les classes, tant sur l'engagement des jeunes, que ce soit aussi... je comprends. C'est vraiment... on appelle ça engagement vie spirituelle et engagement communautaire. Mais moi, dans mon parcours, j'ai jamais eu de cours sur la religion, là, mais c'est vraiment plus pour être là, pour être une ressource. Donc, des jeunes qui se posent des questions sur leur identité, sur leurs idéologies. C'est comme un genre de porte ouverte, là, un local avec des gens qui peuvent venir t'égayer puis t'écouter aussi. Fait okay. Donc, je réalise que tu as mobilisé beaucoup de ressources, puis ça, c'est fantastique. Écoute, d'en arriver, puis 2 ans le projet pour donner, en fait, des belles émotions aux aînés. Aujourd'hui, le projet n'existe plus. Non, parce que, premièrement, les jeunes, avec la réouverture des écoles, avaient passé à autre chose aussi. Ils voulaient se concentrer sur leurs études. Et on n'était plus au pic de la pandémie. 2022, ça fait quand même pas si longtemps que ça. Les mesures avaient beaucoup diminué. Donc, les aînés, le besoin était moins là aussi. La première réouverture, là, on parle de mars 2022, c'est ça? La réouverture des écoles? Non, réouverture, mettons, je vais dire, du Grand Québec, des entreprises. Le déconfinement. Moins déconfinement, il y a eu beaucoup moins de restrictions. 2000, le masque, on l'a vu partir. Oui, c'est pas mal en 2022. Le masque est parti, le passeport vaccinal aussi, tout est pas mal parti en même temps. Ça me paraît beaucoup plus loin que ça allait en réalité. Ah, ça passe vite. Ouais. Non, au contraire, je pensais qu'il y avait beaucoup plus de temps qui avait passé depuis. Finalement, je réalise, ça fait un pas an. si longtemps que ça. Ouais. Mais c'est ça que tu me fais réaliser. Mais il y a eu des périodes où est-ce que ça avait diminué. Je me rappelle, surtout décembre 2021, ça avait beaucoup diminué. Puis là, il y a eu une nouvelle vague avec Omicron qui est arrivée. Fait que là, ça repartit. Oui, on a refermé un petit peu. Exactement. En tout cas, du moins, ils ont resserré plus. Oui, je me rappelle. Ils ont fermé les écoles 2 semaines plus tôt que ce qui était prévu. Là, je me rappelle, on quitte, on part, puis ça s'est fait rapidement. Là. Comment tu as vécu ça de ton côté, les écoles fermées en pandémie? Est-ce que ça a été difficile pour toi? Moi, je vis avec une problématique de santé mentale. Je vis avec l'anxiété puis un trouble obsessionnel compulsif. Moi, au contraire, j'avais peur de la COVID. J'avais peur à l'époque de toute la pandémie, tout ça, et pendant longtemps. Tu avais peur de mourir? Pas de mourir, mais j'avais peur surtout de contaminer d'autres gens. J'avais peur que ma grand-mère tombe malade, puis tout ça. Puis finalement, je l'ai eu 2 fois, puis je suis pas mort, là, puis je suis devant toi aujourd'hui. Mais ça fait partie aussi de la maladie mentale, des problématiques de santé mentale, d'avoir des peurs qui sont parfois exagérées. Au contraire, pour moi, j'étais bien content de m'en aller chez nous parce que c'était un milieu qui était sécuritaire pour moi. Mais je connais beaucoup de jeunes qui, eux, ça a été le contraire, de perdre le lien avec leurs amis, avec leurs enseignants, que ce milieu-là ne soit plus accessible. Au contraire, pour d'autres, ça a été beaucoup plus pire. Là. C'est ça, je m'en allais dire. L'école est un endroit sécuritaire. C'est un safe space pour les étudiants. Même si on sait que c'est pas tout le monde qui aime l'école, mais ils savent qu'à l'école, ils sont protégés, qu'ils sont en sécurité. C'est un milieu de vie qui est connu, qui est reconnu, puis où on est relativement bien. Là. Oui, exactement. Puis au contraire, moi, j'adore l'école. Fait que pour moi aussi, le fait d'être confronté à j'y vais, j'ai peur de tomber malade parce que il y a beaucoup d'élèves, il y avait beaucoup de propagation. Puis en même temps, de me dire, j'ai le goût d'apprendre. J'aime ça, les enseignants, les élèves, le contact avec les gens. J'aime le monde. Fait que, moi aussi, j'ai été isolé. Fait que c'est pour ça aussi que je voulais faire un projet pour briser l'isolement des autres et de la mienne aussi. Parce que ce projet-là m'a beaucoup occupé pendant longtemps. Puis après ça, il y a d'autres projets qui sont venus aussi. Là. À ce moment-là, tu avais déconstruit tes idées que la COVID pouvait faire mourir des gens. Au contraire, je faisais ce projet-là tout en étant moi-même en détresse psychologique parce que ça a duré vraiment longtemps. Là, moi aussi, on parle d'1 an. C'est à peu près depuis 1 an que je vais beaucoup mieux puis que j'ai appris à revivre puis à me laisser plus aller puis à apprendre à avoir des trucs puis tout ça. Moi, jusqu'au mois de mars dernier, je portais encore un masque parce que je n'étais pas capable de sortir en public sans. Je suis parti en voyage avec ma mère en Islande. Parce que vraiment basé sur, puis tu sais, ça l'explique un peu le bonhomme que tu es, pour ne pas blesser les autres, pour ne pas faire du dommage aux autres, pour ne pas risquer que la maladie les amène vers le cimetière, right? Oui. Fait que c'est très, 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 je pense que c'est une personne fondamentalement très altruiste dans ça. Exactement. Puis, tu sais, moi aussi, j'avais quand même peur. Tout le monde a eu, je pense, un peu peur au début, tu sais, de ne pas savoir trop c'était quoi. Moi, j'avais
peut-être moins peur que les autres. Peut-être moins. Peut-être de l'innocence, peut-être un manque d'éducation, peut-être rendu à mon âge avec tous mes bobos. Peut-être que j'étais prêt à mourir. Mais tu as probablement eu quand même un peu d'inquiétude pendant toute cette situation-là, peut-être avec ton milieu aussi, puis ce que tu fais. L'humour, ça ne doit pas avoir été facile pendant la COVID aussi. Ça n'a pas été facile, puis confidence pour confidence, je te dirais que j'étais à une étape de ma vie où est-ce que je me réalisais dans quelque chose de nouveau. À part l'armée, je tombais dans le show business et je voulais vraiment en faire une carrière. Donc, pour moi, ça a été plus frustrant qu'épeurant. Frustré parce que j'avais travaillé fort une année complète et là, je me disais la deuxième année, là, on va rentrer dedans. Là, je vais sauter des étapes, puis on va avancer. Donc, moi, j'ai vécu beaucoup de frustration, beaucoup de contraintes. Au contraire, j'avais été contrôlé dans l'armée pendant 20 ans. Donc, je me retrouvais libre à la retraite. Et là, le gouvernement me contraignait, me restreignait. Pour moi, ça a été très, très, très frustrant. Ma première idée n'était pas est-ce que je vais mourir ou est-ce que mon comportement va faire en sorte que je vais contaminer des gens, mais plutôt, je me suis penché sur c'est quoi l'impact réel que ça a et d'en faire mon propre jugement. C'était ça, et de voir si j'étais pas capable, pas de contourner les règles, mais de trouver une façon de naviguer dans ces restrictions-là pour aller combler mes propres besoins. C'est compliqué tout ça, mais je suis certain que tu es capable de comprendre. Donc, la minute, exemple, que l'Ontario a réouvert pour faire du stand-up en anglais, moi, je suis retourné faire du stand-up en anglais parce que je voulais vraiment être avec les gens. Je voulais vraiment être sur scène. Je voulais vraiment... Fait que tu as eu une forme quand même de détresse aussi. J'en ai eu une détresse. Différemment, évidemment. Oui, exactement, qui s'est traduit par beaucoup de frustration, beaucoup de critiques des médias parce que les médias sont souvent très, très alarmistes. Je souhaitais trouver dans les médias ou dans les informations quelque chose de beaucoup plus... Objectif. C'est un bon mot. J'aime ça, objectif, parce que j'ai trouvé que... Puis souvent, les gouvernements, je veux dire les gouvernements, puis pas nécessairement le gouvernement du Canada, va contrôler avec la peur. Donc, quand tu ne connais pas quelque chose, puis oui, il y avait des risques de santé, puis des risques, pas juste pour la santé, mais pour l'économie au complet du pays, faut que tu te poses des questions. Poser des questions, c'est sain. Mais ce qui est sain aussi, c'est d'aller à la rencontre de tes propres besoins, sans négliger nécessairement l'impact que tu peux avoir sur les autres. Donc, j'ai essayé de naviguer dans tout ça pour être capable de rester sain d'esprit. Est-ce que tu as trouvé cet équilibre-là? J'ai trouvé cet équilibre-là, mais ça a pris du temps. Ça a pris environ 1 an. Mais moi aussi, j'étais toujours dans l'action pour essayer de continuer à regarder la tête en dehors de l'eau. Parce que même si tu vis avec un problème de santé mentale, comme moi j'ai aussi, parce que je souffre d'un syndrome post-traumatique, je l'ai déjà mentionné, c'est tout ça, il faut que tu penses. Puis la journée, puis c'est ça que je disais aux gens, c'est que pendant la pandémie, ceux qui étaient réellement en détresse, exemple, qui se sentaient du jour au lendemain plus libres et que leurs besoins étaient tous coupés, la première pensée que tu as, c'est pas pour l'autre être humain. C'est souvent ta propre survie. Et ça, c'est humain aussi. Mais oui, que toi, au travers de ta détresse, en plus, tu te souciais des autres, je trouve ça phénoménal. Pour moi, c'était le seul moyen de garder la tête hors de l'eau. Oui. Je n'étais pas capable de rester chez moi toute seule. J'avais ce besoin-là d'avoir un contact avec les gens sans avoir un contact physique, oui. Pour me préserver moi-même aussi là-dedans. Mais j'avais besoin d'être là pour d'autres gens aussi puis d'essayer de leur donner... je dirais pas des outils, mais de leur donner peut-être un peu d'espoir aussi en discutant. Tu te valorisais au travers de tes accomplissements, puis ça t'aidait, ça te faisait faire des gains émotionnels. Bien, ça m'a surtout donné les rencontres avec les gens m'ont surtout donné la force de continuer, tu sais, puis d'entendre parler avec des aînés, surtout qui en ont tellement vécu des choses, qui, à un certain moment, ont peut-être vécu des choses probablement bien pires que ce qu'on a vécu aussi, des guerres, tout ça, puis tu le connais avec l'armée aussi, mais d'avoir quand même l'occasion de parler avec ces gens-là, puis de voir qu'il y a un espoir, il y a un avant, il y a un pendant, puis il y a un après, bien, cet après-là me donnait le goût de continuer, puis d'essayer de piocher pour que ces gens-là vivent un pendant un peu moins pire, pour se rendre aussi émotionnellement à être prêt quand le retour va être là. T'sais. Je trouve ça le fun parce que vous avez vécu la même situation. En pandémie, tu penses? En pandémie, la même situation avec le même besoin profond. Ouais. Et vous l'avez géré de manière différente, mais la finalité est la même. Trouver un équilibre. Oui. Sauf que Steven avait beaucoup plus de considération pour l'autre être humain
que je pouvais en avoir. Puis en même temps, ça l'explique peut-être, c'est une hypothèse que je lance dans les airs, là, je ne suis pas un professionnel, à l'âge que j'ai, avec les blessures que j'ai, moi, j'ai déjà, pas ma vie est faite, mais si je mourais demain matin, je mourrais satisfait parce que j'ai réussi à rencontrer beaucoup, beaucoup d'objectifs dans ma vie. Et toi, tu es au début de ta vie et tout de suite, systématiquement, qu'au début de ta vie, tu penses davantage aux autres que toi-même. Bien, je suis flabbergasté. Écoute, tu es un être humain extraordinaire. Comment tu as vécu tes balbutiements dans les médias? Tu sais, où tu faisais ce que tu aimais, tu aidais les autres, mais il y a beaucoup de gens sur la planète qui aident les autres sans être sur le spot, comme on dit. Comment tu as vécu la première fois qu'on t'a mis un micro d'en face puis une caméra d'en face? Ça a-tu été difficile ou tu voulais ça? Je le voulais pas, mais j'avais pas de difficulté à le faire non plus. Là où est-ce que j'ai eu de la difficulté, c'est que sans le vouloir, ben, évidemment, il y a des gens qui sont pas toujours d'accord, qui sont parfois jaloux. Oui. C'est pas facile de gérer avec ces de le gens-là. dire. Hein? Non, mais c'est vrai. C'est une réalité de l'envie, de la jalousie. Oui. Puis tu sais, je me rappelle, pendant plusieurs mois, j'ai eu des coups de téléphone parce que dans mon projet que j'avais fait, j'avais donné mon numéro de téléphone personnel pour que les aînés nous appellent. J'avais des appels à 3 h du matin quand j'avais d'école le lendemain. C'est quoi la nature des appels? C'était des jeunes, surtout, qui voulaient déranger. Qu'est-ce qu'ils te disaient? De mémoire, je pourrais pas te dire, là, je m'en rappelle pas. C'était-tu des menaces? Non, ou ça n'a jamais été des menaces, moqueries? mais je pense que c'était plus... ils voulaient faire... Des conneries d'enfants pour déranger. C'est ça. Des moqueries, On n'était pas à la toi. même place non plus dans notre vie, peut-être aussi. Je vais dire intellectuellement, tu es plus avancé que ton âge. Tu as fait des projets qui, des fois, vont prendre une vie à quelqu'un pour réaliser. Puis de se tourner vers l'humain, là, ça prend de la maturité, ça prend un cœur, mais ça prend... Tu sais, de dire je m'en vais servir l'autre avant de me servir moi-même, c'est quelque chose. Est-ce qu'à un moment donné... Les mots me manquent je comprends. Est-ce qu'à un moment donné, dans tout ça, tu t'es senti en décalage avec tes amis, avec le monde de ton âge, avec, tu sais, moi, à ton âge, je faisais du BMX, j'étais dans le pit de sable à Trois-Rivières, j'étais au secondaire à la même école que toi, puis je tripais politique. C'est quoi ton numéro de case? Je suis sûr qu'il le sait. Je suis sûr qu'il s'en 0,87. Toi? Tu m'énerves. J'ai aucune idée. Je me rappelle même pas de celui de cette année, là. J'adore travailler avec les Ça s'appelait Saint-Ursule dans le temps. Et voilà. Ça s'appelait Polyvalente Saint-Ursule. Désolé. Mais pour répondre à ta question, oui, toujours, constamment, il y a un décalage assez élevé, là. C'est certain. J'ai malheureusement pas rencontré beaucoup de gens qui ont cet intérêt-là, ce goût-là, pas d'aider les autres, ça oui, mais de la manière dont je le fais, par la politique, par l'engagement, dans la communauté. J'ai rencontré des gens, mais ça n'a pas donné des liens forts. J'ai un bon réseau de personnes que je parle, mais de là de dire que j'ai des amis de mon âge, moi, j'ai toujours, depuis que je suis tout petit, eu intérêt plutôt avec les adultes. J'ai beaucoup plus de facilité avec les adultes. J'ai beaucoup plus de personnes que je considère comme des amis qui ont peut-être 2 fois mon âge que des jeunes de mon âge parce que j'ai cette facilité-là à avoir un lien avec eux. T'sais. Comment tu expliques ça, ton niveau de maturité si élevé à ton âge? Est-ce qu'il a fallu que tu t'occupes de toi? Plus tôt, ma mère m'a beaucoup permis de me développer intellectuellement depuis que je suis tout petit. Elle me lisait des livres, elle m'a toujours aidé à développer ma curiosité intellectuelle. Puis la politique, non. C'est pas elle qui me l'a apporté. J'ai aucune idée d'où est-ce que ça sort la politique en tant que telle. Oui. Mais aider les autres, oui. T'sais, ma mère, depuis que je la connais, elle a toujours aimé aider les autres. Elle a été préposée aux bénéficiaires pendant 10 ans. Elle a toujours aimé ce contact-là avec les gens, que ce soit être intervenante en milieu dans la rue, tout ça. Qu'est-ce qu'elle fait ta mère dans la vie? Là, actuellement, la vie lui a pas souri. Il y a 10 ans, elle s'est blessée au dos. Okay. Donc, une collègue de travail, puis une personne, une bénéficiaire là, des soins. Elle n'est pas à la retraite, elle est sur la CNSST actuellement. Puis, je lui souhaite... Il y a des choses que je lui souhaite vont arriver prochainement, là, de pouvoir continuer à faire son travail. Puis, la guérison, ou du moins de l'adaptabilité au niveau du travail. Capable de retourner sur le marché du travail. Elle veut aller sur le marché du travail, justement, puis elle veut aider les autres aussi, surtout en santé mentale, que ce soit en itinérance. Le côté aider les gens, ça part pas de nulle part. C'est quoi la chanson que tu as écrite et interprétée avec Kevin Bazinet? C'était une chanson, justement, par rapport aussi, peut-être avec les blessures que j'ai pu avoir aussi par rapport à mon père, tout ça, de laisser partir un peu aussi, d'accepter de...
Forme de thérapie? Je dirais pas de thérapie, mais la musique peut en être une. J'évolue pas dans le monde de la musique. J'ai fait un projet comme ça parce que quand j'étais plus jeune, j'aimais la musique. J'aime encore la musique. Je pense que tu as de l'intérêt pour tout. Ben, je suis curieux. Curieux d'apprendre, curieux de toucher à plein de sphères. La musique, la cuisine, l'entrepreneuriat, la politique. Fait que, tu sais, j'aime toucher à plusieurs mondes, rencontrer des gens dans plusieurs milieux aussi. Steven Bilodeau, la question qui tue. Est-ce qu'un jour, tu vas avoir ton propre podcast? Peut-être. Ça pourrait être intéressant. Si tu es curieux, pour ça, il va falloir continuer à voir la suite des choses. Ben oui. Donc, est-ce que tu as des projets de podcast que tu ne peux pas annoncer? De podcast, non. Avec ma série, oui. Parce que là, tu prépares une nouvelle série. Donc, la série télévisée sur ma TV. Je ne prépare pas de nouvelle série actuellement. C'est vraiment la série qui est déjà en cours et qui est déjà en train de continuer cette diffusion. Parce que ça continue à tourner sur ma TV. Ça continue à consulter la programmation pour voir la lumière derrière l'ombre. La lumière derrière l'ombre, oui. C'est ça. Et c'est un projet qui a été mis au monde en 2021. Oui, 2021. Et je lisais dans ta bio, il y a un projet que tu as fondé où est-ce que tu as sollicité l'aide de Chantal Lacroix et Sylvie Lauzon. Oui. Parle-nous un petit peu de ça. Bien, justement, c'est mon conseil en santé mentale, conseil de développement et de recommandations en santé mentale jeunesse au Québec. Et puis, notre but, justement, c'est de développer des recommandations qu'on va déposer probablement à l'automne au gouvernement provincial du Québec, justement pour améliorer la santé mentale de nos jeunes, faire des changements, des investissements plus concrets en matière de santé mentale aussi. Justement, la confidentialité en est un aspect qu'on aborde actuellement dans nos discussions pour savoir comment on peut bien... c'est quand même une problématique pour moi, pour certaines personnes aussi, mais il y a beaucoup de divergences d'opinion. Si on touche dans le légal, on touche dans beaucoup de choses. Donc, on est en train de s'asseoir ensemble puis de développer un peu, ça va être quoi notre proposition. Il y a aussi en éducation des propositions, exemple de former nos enseignants en santé mentale, leur offrir une formation. Puis aussi en matière confidentialité, éducation, mais aussi en matière de DPJ, comment on peut améliorer nos systèmes. Et ça va être fait sous forme de projet de loi. Ça va être un mémoire qu'on va déposer au gouvernement. À l'Assemblée nationale. Qu'on va déposer au ministre qui s'occupe des services sociaux. Donc, on va y envoyer une copie ou le rencontrer s'il accepte de nous rencontrer. Puis, exactement, c'est ça. Lui proposer nos recommandations, lui expliquer nos recommandations, puis le laisser revenir vers nous aussi avec ces recommandations-là, puis de voir s'il en ressort, ce qu'il décide de garder ou non. Okay. Puis, donc, c'est une table de consultation. Chantal Lacroix, Sylvie Lauzon faisaient partie de cette table de consultation-là. Oui. Et leurs idées ont été aussi amalgamées avec les tiennes, amalgamées avec c'est une suite de ma série aussi. Là, parce qu'il y a des jeunes, il y a des parents, il y a des experts, il y a des gens qui évoluent dans plein de milieux. Fait que c'est un peu... je fais pas de série, mais c'est ma suite de ma série. Quelqu'un pourrait te proposer de faire un documentaire sur ce mémoire-là qui est en construction. Totalement. Ça pourrait être quelque chose qui t'intéresserait? Évidemment, oui. Mais là, c'est sûr que ça fait 1 an qu'on travaille dessus. Fait que, les rencontres, tout ça, c'est pas quelque chose qui a été filmé, qui a été diffusé ou quoi que ce soit. Mais c'est sûr qu'il y a toujours place à faire quelque chose. T'sais. Puis, on avait prévu de faire une conférence de presse que l'on a décidé de reporter après les vacances de l'été, tout ça, le temps de bien finaliser notre document. Mais oui, il va y avoir un dépôt public de ce document-là au courant de l'automne. Puis, j'invite les gens à le regarder, à le consulter aussi. On va probablement, au courant de l'été... déposer quand? La date exacte, je ne l'ai pas pour le moment. Dans la session d'automne. C'est ça, exactement. Probablement en octobre, début octobre ou fin du mois de septembre, le temps de rentrer à l'école, de finaliser tout ça. Oui. Puis, au courant du mois d'août, on devrait lancer une pétition aussi pour avoir des appuis, des signatures de des gens. Donc, j'invite les gens à aller consulter ma page Facebook, ne pas se confondre avec Steven Bilodeau, humoriste. Il y en a un autre, là, un jeune, un peu plus jeune. Là. Est-ce que tu penses que tu vas devoir marquer Steven Bilodeau héros? Non, tu m'as dit tantôt, c'est pas politicien. Comment tu m'as dit ça? Politicien en devenir, politicien en herbe. Peut-être, mais pour là, pour là, je me considère pas encore comme un politicien. Là. Je commence. Mais là, moi, je te dis. J'ai peut-être la fibre. Ah oui, t'as la fibre puis t'as la chanson qui va. Mais mon rêve, au final, puis je l'ai déjà dit au premier ministre, c'est de le remplacer un jour, d'être un futur premier ministre. Puis certaines personnes le pensent à la blague. Moi, je suis très sérieux quand je dis ça. C'est pas nécessairement le plus important de me rendre là, mais je veux évoluer là, puis je vise le plus loin possible. Puis, tu sais, la fonction de ministre, la fonction de député, c'est tous des super belles fonctions aussi, pareil. Ça vient avec une belle limousine? Oui, ça vient avec une belle limousine. Je vais voir ton petit sourire. Il y a des avantages dans tout. Ah oui, comme être un artiste, comme être
un politicien. Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de partager? Comment tu m'as confié que tu avais un trouble obsessionnel compulsif? Est-ce que tu peux dire aux gens comment ça se traduit chez toi? Est-ce que ça a évolué avec le temps? Est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu es confortable de parler? Oh oui, ben oui. Ben, ça a été depuis 1 an et quelques, pas mal ce qui m'a fait faire mes projets puis mes interventions dans la communauté. Fait que oui, je suis bien à l'aise d'en parler. Puis aussi, je comprends que c'est pas tout le monde qui est à l'aise d'en parler aussi, puis je respecte ça. Mais moi, j'ai fait le choix de... Ta mère est là, tout le monde est bienveillant autour de toi. Oui. C'est important parce que mais j'en ai parlé aussi devant des gens que j'ai aucune idée, que je ne connais pas, puis je sais pas ce qu'ils vont penser. Non, je vais donner un exemple. Je vais te le dire. Ouais. Qu'est-ce que je pense, moi, comme adulte, c'est que ce podcast-là va rester sur le web pendant des années. Puis moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu regardes ce podcast-là que tu as fait avec moi, qui est un adulte, OK? Puis c'est moi qui t'a suggéré de faire un podcast avec moi, mais tu avais un intérêt d'embarquer sur le podcast. Alors, ce que je veux dire, c'est que je veux pas que ce podcast-là, quand tu vas être rendu politicien, tu regardes ça et tu te dises « J'aurais peut-être pas dû en parler. » Non, moi, je suis fier, au contraire, de ce défi-là. Puis si je veux que les choses changent, il faut en parler. Puis il faut déstigmatiser ça. Fait que, au contraire, moi, je suis fier d'en parler. Puis je suis fier d'avoir cette problématique-là parce qu'elle fait partie de moi, mais elle ne me définit pas non plus. Je ne suis pas Steven Bilodeau, toc. Je suis Steven Bilodeau. Ouais. Tu es Steven Bilodeau. Comme je ne suis pas Steven Bilodeau, PTSD. Ouais. Juste ça, c'est de la maladie mentale. mais tu sais, c'est ça, ça nous définit pas, mais ça fait partie de qui qu'on est, puis de notre parcours, de nos défis, puis de parfois pourquoi on agit de telle manière, pourquoi on fait ça on se traduit comment choses. En symptômes de ton côté? Ou comment ça se traduisait? Ça se traduit encore, mais heureusement moins. C'est un processus, ça n'a pas été facile. C'est depuis que je suis tout petit. C'était beaucoup de l'anxiété, surtout à la base, des pensées obsessives, que ce soit exemple de... Donne-moi un exemple de pensée obsessive que tu avais. De pensée obsessive, j'ai pas d'exemple, ça remonte à loin, mais tu sais, exemple... Est-ce que la maladie, tomber malade, est-ce que Ça a été vraiment la pandémie. Parce qu'avant, j'étais pas quelqu'un qui avait peur des germes ou... Non plus, c'est pas des scénarios. Ça a vraiment été la pandémie qui m'a fait vraiment avoir peur, perdre mes moyens. Mais avant, c'était plus, exemple, je me promenais dans la rue, puis il fallait que je touche à tel il fallait pas que tu sautes les lignes. Exactement, c'était plus dans des choses comme ça, puis des pensées, de l'anxiété, c'était plus des choses plutôt répétitives. Comme ça, puis c'était plutôt intérieur envers moi-même, là. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui... parce que, tu sais, taper une pancarte, sauter par-dessus... Ça dérange pas, puis c'est pas non plus nuisible. Est-ce qu'il y avait des comportements qui étaient davantage plus nuisibles? Au quotidien, c'était pas facile à vivre. Puis, tu sais, cette partie-là, j'aimerais moins rentrer dans exactement le pourquoi. Mais oui, ça n'a pas été facile à vivre. Il y avait des symptômes qui pouvaient être problématiques. Il y avait des symptômes qui étaient difficiles à vivre au quotidien, puis qui m'empêchaient de fonctionner correctement dans la vie de tous les jours. Comment tu as fait pour je vais dire, gérer ces choses-là? Avant la pandémie, je le gérais comme ça venait. Ça venait par phase. Puis la COVID est arrivée et ça a mis fin complètement à cette période-là de ces tocs-là. Ça n'existait juste plus. Puis ça a été vraiment la pandémie qui a pris la place. L'anxiété, justement, plus haut, plus bas, va aussi avoir une influence sur les symptômes. Exactement. Mais avant la pandémie, je n'avais pas réussi à totalement me départir de ces défis-là. Ça allait mieux, ça venait par phase, mais la pandémie a comme mis un pied à terme à ça, puis c'est vraiment la COVID qui a pris la place, puis la peur de la contamination, puis tout ça. C'est vraiment ça. Est-ce qu'on règle, pas qu'on règle, on désensibilise un petit peu c'est un TOC avec de la psychothérapie. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'on t'a proposé? C'est sûr que j'ai eu des rencontres avec une psychologue, j'ai eu cette aide-là. Ça a aidé, oui, mais c'est pas ça qui a fait, selon moi, la majeure partie du travail. C'est moi et ma famille qui l'ont fait. Ça a été vraiment d'aller étape par étape, d'avoir de la compréhension face à ma situation, oui, mais aussi d'être prêt, de l'accepter, évidemment. Parce que dans le fond, c'est un deuil, c'est des étapes de deuil quand on réalise que... Mais pour moi, la santé mentale, c'est pas à vie. Je considère pas, peut-être que oui, mon TOC va probablement rester une fragilité quelconque à vie, oui, de l'anxiété, tout ça, ça fait partie de qui je suis. Mais moi, j'ai espoir que dans 15, dans 10 ans, dans 5 ans, dans 1 an, j'ai plus ces symptômes-là, j'ai plus besoin de prendre une médication, j'ai plus besoin... moi, je pense que c'est pas... oui, c'est un deuil à faire pour le maintenant, mais c'est pas un deuil pour toujours. Je pense que tu peux t'en sortir. Puis c'est correct aussi si tu t'en sors pas totalement, que tu as besoin de prendre une médication, que tu as besoin d'avoir une séance. L'important, c'est d'être bien avec toi-même, de bien fonctionner, puis que ça t'empêche pas de réaliser ce que tu veux. C'est être fonctionnel. Exactement. Être fonctionnel et heureux.
heureux aussi, parce que tu peux être fonctionnel puis pas être heureux. Tu peux t'en aller tous les matins au travail, pas être heureux, avoir juste hâte de rentrer à la maison, d'être toute seule. Comme tu peux te lever le matin puis avoir hâte de faire ce que tu fais, d'avoir parfois des moments plus difficiles, mais d'être profondément heureux de faire ce que tu fais pareil puis d'aimer ta vie. Ouais. Fait que, tu sais, je ne considère pas que c'est à vie, mais oui, ici maintenant, il y a eu un deuil à se faire de, regarde, il y a certaines occasions que je ne pourrais pas faire. Je ne pourrais pas ici maintenant, mettons que, exemple, ma famille voulait... Il y a vraiment un langage de quelqu'un qui a fait de la psychothérapie. Tu m'as demandé de te donner des exemples clairs. Non, c'est parfait. Tu me surprends, je pense, à chaque segment que je te propose. Tu m'arrives avec des trucs qui s'apprend une vie à apprendre. Mais ça va me prendre toute ma vie aussi, l'apprendre correctement. L'infirmière avait raison, c'est probablement pas sa première vie. Et oui, c'est un adolescent, je veux dire ça, adolescent, adulte. Bientôt. Jeune adulte. Mais pas encore. Je profite aussi de mes derniers mois, dernières années d'enfance. Est-ce que tu veux des enfants? Probablement que oui, mais pour moi, il y a une condition importante, c'est que pour moi, la politique, pour l'instant, c'est ma priorité, le côté travail. Mais pour moi, c'est toujours important que quand je vais être rendu là, si je le suis rendu, c'est que je vais être capable de prioriser ma famille à ce moment-là. Parce que j'ai pas le goût d'être un père absent en étant un politicien en mettant 90 heures par semaine. Le dernier au Québec qui a parlé comme ça, il s'appelait Maurice Duplessis. Il a été là un bon bout. Ah, puis il a été premier ministre aussi. Oui. C'est un bon exemple. Si tu veux me comparer à Maurice Duplessis, il y a pire que ça à se faire comparer. C'est pas c'est pas Richard Nixon. C'était John F. Kennedy. Ben ça, c'est mon idole, ça, John F. Kennedy. Un Américain. Oui, mais surtout pour sa jeunesse, son dynamisme. T'sais, il avait vraiment des convictions claires, il voulait changer des choses, puis il a brassé des choses aussi, puis il a apporté des choses nouvelles. Qui a fait la même chose au Canada? Je dirais que René Lévesque a été, ma mère a bien répondu à ce que je m'en allais dire. Je dirais qu'elle m'a un peu enlevé. Un peu influencé? Un peu enlevé. Non, sincèrement, René Lévesque, c'est un modèle. Et sa allégeance politique de maman, c'est quoi? Est-ce que c'est... C'est pas mal les miennes. Okay. Donc, ça a évolué? Ça a évolué aussi. On évolue ensemble. On n'est pas toujours d'accord, mais on se rejoint. J'ai envie de parler de politique. Quel est ton objectif définitivement de devenir politicien? Tu t'impliques déjà par rapport aux jeunes du parti, de la coalition Avenir Québec, en fait, c'est le parti jeunesse de la CAQ, est-ce que je me trompe? La CRCAQ, oui, la Commission relève des jeunes de la CAQ, oui. OK. Donc, vous faites exactement ce que tous les politiciens font, mais vous êtes... on est là pour supporter le parti en tant que tel, dans les idées jeunesse. Mais apprendre des rouages de la politique aussi. Oui, aussi, puis développer notre implication. Vous avez des exercices sur comment se déroule le Parlement. On n'a pas d'exercice. Il y a des projets qui sont... J'ai participé au Parlement des jeunes, qui le but, c'est vraiment de passer une fin de semaine, pas une fin de semaine, mais 2 jours dans la semaine, comme un politicien. Moi, je suis vice-premier ministre du Parlement des jeunes à ce moment-là. Vous incarnez un politicien. On est à l'Assemblée nationale pendant 2 jours, puis on a notre bureau, on a notre siège à l'Assemblée nationale. Trop grand pour toi? Il y a des humoristes qui ont fait ça. Ça s'ajuste. Il y a des humoristes qui ont fait ça avec les parlementeries. Oui, c'est pas la même chose. Hein, okay. Non, j'écoute souvent les volets jeunesse des partis politiques parce que tu le vois qu'il y a des jeunes qui sont comme toi, qui sortent complètement du lot et qui vont être les leaders de demain. Puis c'est beau, puis je crois qu'on doit continuer à supporter ces jeunes-là qui veulent s'impliquer en politique. C'est pas tout le monde qui veut s'impliquer en politique. C'est pas tout le monde qui a un grand cœur qui va travailler en politique. Oui. Je pense que tu as besoin, pour servir le public, d'avoir une âme et un cœur bienveillant envers les gens. Je pense que tu es très, très, très bien parti. Tu travailles pour l'association Vox de Québec, tu es coordonnateur jeunesse. Tu t'impliques beaucoup, beaucoup auprès de la jeunesse. Tu es membre du comité jeunesse de la ville de Trois-Rivières, qui n'a rien à voir avec un parti politique. C'est non, pas du tout. C'est un regroupement de jeunes pour les jeunes. On a un mandat annuel. Mon mandat va probablement se terminer bientôt. Là, on a déposé nos recommandations au conseil de ville dans les dernières semaines. Donc, vous adressez au maire de la ville de Trois-Rivières. Et aux conseillers aussi. On leur a fait des recommandations par rapport à la jeunesse. Oui. Puis maintenant, c'est ça. Il va y avoir une autre cohorte l'année prochaine, puis ça va continuer. Et tu vas continuer à t'impliquer de cette façon-là jusqu'à 18 ans? Oui, mais avec le conseil jeunesse de la ville, probablement pas. Ils veulent changer de jeunes à chaque année. Le but, c'est d'avoir plein de gens. Ah, OK. Mais on va rester, je pense, les jeunes qui sont déjà impliqués dans la communauté aussi. Puis si on est amené à collaborer avec la ville à d'autres moments, je pense que ça va nous faire plaisir. En tout cas, moi, personnellement, ça va me faire plaisir. J'ai compris que tu es président aussi de la commission de la relève de la CAQ pour la Mauricie. Donc, est-ce que c'est le regroupement que tu me parlais tantôt? C'est la CRCAQ, mais moi, je m'occupe des jeunes pour la Mauricie, puis il y a des présidents régionaux dans d'autres régions aussi. Là. OK. Et quand vous avez une réunion de toutes les commissions, vous êtes combien de commissions à l'intérieur
Ben, il y a un président régional par région, ou presque. Là, je pense qu'il y a peut-être une région du Québec? Oui, par région du Québec. Je pense qu'il y a peut-être une région qui est vacante actuellement, là, mais pas plus. Mais la grande majorité des régions sont occupées par quelqu'un là, qui s'occupe de la mobilisation dans sa région. C'est qui le ministre de la CAQ pour la Mauricie? Le ministre de la CAQ, c'est Jean Boulay. Jean Boulay. Pour la Mauricie, oui. OK. T'avais-tu peur que je te pose des questions de Jean Boulay? Ça arrivera pas. Du tout. OK. Ça arrivera pas. Mais d'ailleurs, je suis impliqué dans son comité d'action locale à Jean à Trois-Rivières. Oui? Oui. OK. J'ai envie de te dire, quels sont tes objectifs en politique? C'est quoi tes objectifs? Faire la différence le plus possible, tout en restant avec mes valeurs aussi. Mais si je peux aider à changer quelque chose qui va vraiment faire un impact direct avec les gens dans leur vie de tous les jours, même si c'est ne serait-ce que 1000 personnes parmi tant d'autres, ben, je pense que c'est ça l'important. Si tu avais un dossier à travailler autre, la jeunesse. La santé mentale. Ça serait la santé mentale. La santé mentale, définitivement. Donc, tu voudrais plus de services, plus de soins en santé mentale. Mais j'aime ce que tu dis. Gratuit. Pas juste plus de financement, plus de services. Parce que c'est important. Pas juste d'investir. Non, je le sais, mais pour plusieurs. C'est pas une relation de cause à effet d'investir de l'argent et d'avoir des résultats. Exactement. Pour plusieurs personnes, c'est oui, on met des fonds, mais c'est bien de mettre des fonds, mais il faut que les résultats soient là au final aussi. Il faut qu'il y ait vraiment un changement day-to-day dans la vie des gens. Là. Pourquoi la coalition en Québec? Pourquoi? Parce que je pense que... À ce point-ci. Oui. Ben parce que c'est une coalition. Je pense que ça apporte des gens avec des visions différentes. Oui. Puis je trouve qu'il y a une belle équipe là-dedans aussi. Moi, c'est beaucoup les gens qui m'ont fait venir dans ce parti-là, que ce soit les élus, mais que ce soit aussi l'entourage de ces élus-là. Et je trouve qu'on a notre place pour vraiment discuter ensemble, puis parfois avoir des idéologies différentes, mais de se rejoindre. Je trouve que il y a de la place pour justement des gens de différents milieux, de différents horizons, avec un différent parcours. Puis je pense qu'au final, ça donne une belle équipe qui propose quelque chose d'intéressant. Pas parfait, parce que toujours... Ça ne sera jamais parfait. Ça sera jamais parfait. Moi, on m'a dit, si tu es d'accord avec 80-90% de ce qu'un parti propose, c'est probablement un bon 80, parti pour toi. 90? Oui, Okay. je suis d'accord avec un 80-90. Je n'ai jamais entendu parler de chiffres, c'est intéressant. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Tu vas me faire beaucoup réfléchir. On m'a dit 80-90%. Si tu es d'accord avec une grande majorité des choses, tu ne peux jamais être d'accord avec toutes. Il y a des choses, dans aucun parti, tu ne vas jamais être totalement d'accord, à moins que tu crées ton propre parti et que tu sois la seule personne dans ton parti politique. Là, pour moi, ça ne devient pas un parti politique, mais plus de la dictature. Là. Mais je pense que quand tu as une bonne place pour t'exprimer, et que tu es d'accord avec une majorité de choses, ça peut être un bel endroit pour t'impliquer. Tu es un Québécois. Oui. Tu as une fibre nationaliste. Oui. D'aimer René Lévesque, il faut que tu aies une petite fibre nationaliste. Nationaliste, oui. Indépendantiste, non. OK. Je m'en vais là. Il y a une distinction. Je m'en vais là. Bon. Notre premier ministre du Québec, pas mon premier ministre, ton premier ministre du Québec, François Legault, je demeure en Ontario. C'est un pont quand même, là. C'est pas super loin. Doug Ford. Non, exactement. Je suis en Ontario, donc, mais je m'intéresse beaucoup à la politique du Québec. François Legault était un grand leader, un grand leader. François Legault était un indépendantiste. Est-ce que tu crois que fondamentalement, à l'intérieur de son cœur, il y a encore une fibre indépendantiste? Je peux pas parler pour lui. Okay. Je peux pas parler pour lui. Une fibre nationaliste, oui. Puis je pense qu'il l'a bien démontré. Oui, bien le bien expliqué. Mais de ce que j'ai vu, puis de ce qui a ressorti dans les derniers mois, dans les dernières années, je pense que c'est important d'aller de l'avant aussi, au lieu de se battre avec... Je te dis ça. Puis, je te ferai pas de cachette. Étant donné que... comment je peux dire ça? Bien, la CAQ est très, très forte. Donc, on voit que les gens se rallient derrière les idées de François Legault. Est-ce que tu penses qu'un premier ministre comme François Legault pourrait, même s'il n'a plus du tout cette fibre indépendantiste-là, pour servir ses citoyens du Québec, pourrait peut-être quand même proposer un référendum, sans nécessairement que ce soit ses objectifs politiques, ses intérêts personnels, pourrait proposer aux Québécois un référendum et leur donner le choix de choisir si le Québec devient indépendant. Robert Bourassa l'avait fait. C'est une bonne question. Parce que moi... Faudrait que j'y et ce n'est pas le seul indépendantiste qui a bifurqué vers le nationalisme pour faire avancer le Québec. Je crois et je suis... Comment je pourrais dire ça? Il y a une bonne partie de la CAQ qui est souverainiste, à la base. Exactement. C'est une coalition. C'est pas parce que tu es souverainiste, à la base, que tu ne peux pas devenir nationaliste. Non, tout à fait. Parce que il faut que tu le sois. Je pense que le nationalisme, c'est un milieu.
tu défends le Québec, mais tu n'es pas nécessairement prêt à faire ce changement-là. L'indépendance, oui. Puis moi, personnellement, je vois pas la nécessité de le faire actuellement. Le référendum, tu penses? Oui, ben, ouais, non, mais pas aussi. nécessairement là, mais dans un mandat de la CAQ, à un de moment le proposer donné, un jour. sans que ce soit sur la plateforme électorale, de dire, savez-vous quoi, je sers tous les citoyens du Québec. C'est ça son travail. Et de dire, moi, j'ai entendu que même si je suis les majoritaire citoyens sont dans un là parti, puis ils veulent ça, je pense qu'ils pourraient probablement avoir de l'ouverture. ben, je le pense Parce aussi qu'en qu'ils tant que pourraient le parti, proposer. pour être là pour tout le monde, il faut être à l'écoute. Oui. Je pense qu'ils sont à l'écoute. Fait que, tu sais, si ça devient un enjeu important dans une campagne électorale ou pendant un mandat, il y aurait probablement une ouverture, mais De je là à ne le peux faire. pas parler pour Non, eux. OK, parfait. Je mais- te mets dans son rôle présentement. Est-ce que toi, tu risquerais, même si ça va à l'encontre de tes objectifs politiques et peut-être même d'une réélection, proposer, juste la proposition aux citoyens du Québec, un référendum sur l'indépendance? Moi, j'aurais deux critères. Encore une fois, mesdames et messieurs, je vis en Ontario. Je veux juste vous dire. J'aurais deux critères. Un, je voudrais vraiment sentir que c'est important pour la population. Mais quand je dis important, c'est comme on l'a vu dans les deux. On peut-tu le sentir là, que on dirait que le feu repogne un petit peu? Pour moi, non. Non? Non. Pour moi, il y a une colère sur certaines choses, mais je ne me sens pas menacé du tout. Menacé de faire l'indépendance? Ben, tu regarde, avec René Lévesque, quand il l'a proposé, il y a eu la nuit des longs couteaux. Tu sais, on était poignardés complètement dans le dos. Là. Tu sais, on a été tassés comme on n'était pas important. Fred, est-ce que tu te rappelles quand Robert Bourassa... Très, très bien. En fait, le référendum de Charlottetown qui a eu lieu au Canada pour l'accord de Charlottetown était au Québec un référendum indépendant de celui du Canada. Parce qu'au Québec, avec un appui de 78 %, Robert Bourassa, à l'origine, le référendum de 92, était un référendum sur la souveraineté du Québec. Et il y avait un appui phénoménal. Parce qu'on a des néophytes, Robert Bourassa était Robert Bourassa était politique? C'est un libéral. C'est un libéral, mais très nationaliste. Et à cette époque-là, c'est à cause de cette proposition-là. Je dis que François Legault ressemble beaucoup à Robert Bourassa. Énormément. On parle au niveau générationnel, on attache les mêmes projets. On reparle de grands projets pour la première fois de l'histoire depuis Robert Bourassa, de projets de société depuis Lévesque, depuis Bourassa. Il y a comme une roue qui est revenue. Et je trouve ça quand même curieux et drôle à la fois de voir que l'histoire se répète de façon aussi propre. Oui. Ça serait intéressant. Ben, moi, mes critères parce que je à moi... crois en la démocratie. Donc, même si c'est pas ton agenda politique, je trouverais ça, comment je pourrais dire ça, altruiste de donner la chance. Ben, je serais prêt à le faire si vraiment je sens que c'est important pour une grande majorité de citoyens. Ouais. Ben, ça se mesure comment, Steven? Ben, le rendu là... Par des sondages modifiés, truqués, payés? Moi, je me fierais sur mon jugement personnel. Ouais. Quand je m'en vais dans la rue, est-ce que les gens me parlent de ça? Est-ce que je sens l'étincelle dans leurs yeux à faire mais ce tu vas projet-là? souvent à la rencontre de tes propres fans. Pas toujours. T'sais, je te donne un exemple. Si, mettons, je te promènes dis... dans la rue, tu vois des gens de plein d'horizons. Moi, je me promènerais, puis si vraiment, je voudrais entendre des gens de plusieurs origines, de plusieurs idéologies, de plusieurs partis, de plusieurs tranches d'âge aussi. Si je vois cette étincelle-là, comme on le voyait dans les années, dans la jeunesse, c'est vraiment que c'est un projet de société. Oui. Est-ce que je sois d'accord ou non, il faut que je le fasse pour les autres. Et si au total des cumulatifs des votes qui sont donnés aux partis politiques qui souhaitent atteindre l'indépendance, Parti québécois et la CAQ, pas la CAQ, le Québec solidaire, désolé. Si on regarde la population qui vote pour deux partis souverainistes, est-ce que ça n'est pas peut-être la preuve qu'il y a un pourcentage de la population qui souhaiterait... Québec solidaire, c'est pas leur projet majeur, là, l'indépendantisme. C'est une valeur qu'ils ont. Le Parti québécois, leur valeur, une grande valeur... Article 1. Ben, c'est ça. Québec solidaire, leur fondement n'est pas « on est un parti indépendantiste ». Donc, tu ne verrais pas un jour le Parti québécois s'associer avec Québec solidaire dans un projet de pays? Peut-être, mais les deux ont fermé la porte. Oui, parce que c'est pas impossible, mais... l'acceptabilité sociale n'est peut-être pas là à ce moment-là. Puis, les politiciens vont toujours dans le courant du jour, parce qu'ils veulent gagner le pouvoir, puis c'est au pouvoir qu'on change des choses.
C'est phénoménal, José, avec toi. J'aime beaucoup ça et j'espère que je ne te nuirai pas pour ta carrière de politicien un jour. Ben, je pense que non. Pour vrai, Mais tu dans 10, dans 15, dans 20 ans, si tu te ramasses à l'Assemblée nationale, je pense que tu vas regarder cette entrevue-là et tu vas être content de ce que tu as fait. Parce que c'est toi. Aujourd'hui, on voit ce que tu vas être dans 20 ans. Puis je pense que tu vas être content du portrait. Et Steven, à n'importe quel moment de ta vie, puis je veux le dire dans ce podcast-là, tu ne veux plus le voir au monde. Puis je te le promets, je t'en fais la promesse, on l'enlève. Parfait. OK? Ça, c'est la bienveillance que j'ai envers toi. Merci infiniment de t'être confié. Merci de t'être prêté au jeu politique avec lequel je t'ai proposé. C'était bien Je pense que intéressant. tu t'es très, très bien défendu. Je pense aussi que tu as démontré que tu as une capacité d'analyse, tu as une capacité de réflexion qui est au-delà de l'âge que tu as. Et oui, tu n'es pas à ta première vie, j'en suis convaincu. Si tu veux, on se reparle. Tu es voué dans cette vie-là à quelque chose de grand. Je veux dire, continue à être bienveillant envers les autres. Continue à avoir cette fibre altruiste-là envers les autres. N'oublie-toi pas là-dedans. C'est important de ne pas t'oublier. Parce que quand on est bien avec soi, parce qu'on prend soin de soi, ben, on est davantage enclin à s'ouvrir aux autres, à aider les autres. Puis souvent, on a beaucoup plus. La santé est là pour faire des grandes choses. Et je pense que tu vas faire des grandes choses pour le Québec et peut-être même un jour pour le fédéral. On verra où la vie mène. On se reparle dans 15 ans. Ça marche. C'est un rendez-vous. Mesdames et messieurs, le Soundcheck Podcast Studio est un petit peu différent du Soundcheck Podcast. En fait, je vais remercier mes partenaires parce que ton podcast va être aussi partagé par mes partenaires. Radio Molo, la radio des vétérans depuis 2007, le Vétéran, de Michel Albert, la Fondation Le Balancier Guiriel et toute son équipe, le Café Félin, Malangocha, Lisa Cyr, le fermier vétéran Jesse Labrie. Merci infiniment d'être des partenaires qui partagent le Soundcheck Podcast. Et si vous voulez être partenaire du Soundcheck Podcast, Pardon? Je ne suis pas encore rendu là. Merci à vous tous. Et si vous voulez devenir partenaire pour diffuser le Soundcheck Podcast et développer quelque chose avec le Soundcheck Podcast, envoyez-nous un message. C'était pas clair, mais vous savez ce que je veux dire. J'aimerais ça remercier à la mise en onde et mon co-animateur, Fred Gamache. Merci beaucoup, Fred. Toujours un plaisir. Ça avec moi. Je remercie aussi l'Expo Trois-Rivières qui nous ont permis de tourner dans leurs locaux, même un podcast hors série. Je remercie ta maman, Steven. Je remercie sa conjointe également. Je vois des gens très, très bienveillants envers toi, des gens qui souhaitent ta réussite, qui souhaitent te voir évoluer, épanouir. Et je trouve ça beau. Je trouve ça vraiment beau. Merci à toi aussi. Ben, ça me fait super plaisir. J'aime ça aller à la rencontre de gens qui sont différents. Et des gens qui, dans l'adversité, parce qu'on parle de santé mentale, dans une on a le même nom. Oui. On a des parcours différents, mais on a des valeurs qui peuvent se rejoindre. On se ressemble beaucoup. Et en fait, à ton âge, je ne faisais pas des aussi grandes choses que toi. Je me jouais plus dans le nez. Non, c'est pas vrai. Ce que je veux dire, c'est que sache que ce que tu fais, puis c'est pas pour rien qu'on t'a donné beaucoup de place dans l'actualité puis dans les médias. C'est parce que c'est extraordinaire. Si je suis comme ça, c'est parce que j'ai plus rien à dire, parce que je suis encore flabbergasté à réfléchir sur le phénomène. Sur ta vie. Je vais être honnête avec toi. Je souhaite que tu n'aies pas manqué ton enfance. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Que tu, je ne l'ai pas manqué. Que tu ne seras pas affecté par, justement, d'avoir été lancé dans tout ça. C'est venu naturellement. C'est ce que je sens, c'est ce que je vois. Je n'étais pas certain au début, je te le jure. J'aime ce que je fais profondément. Il n'y a personne qui m'a jamais poussé là-dedans. C'est venu tout seul. Oui, j'ai eu des valeurs d'aider les gens, mais la politique, c'est venu ça a sorti d'un chapeau. J'aime vraiment, je trippe sur ce que je fais. J'ai des lumières dans les yeux, des étincelles quand je fais ce que je fais. J'ai aucun doute. D'un Steven Bilodeau à un autre Steven Bilodeau, félicitations. Merci d'avoir participé au Soundcheck Podcast et je te souhaite une grande carrière. Je souhaite que tu prennes toute la place sur Google. Toute la place. Parce qu'un jour, je vais avoir 65 ans assis dans mon fauteuil puis je vais dire, on va peut-être aller voter pour ce gars-là. Il y a eu une relève d'un Steven Bilodeau. Exactement. Non, mais ce qu'on souhaite, c'est que la relève soit encore meilleure que nous. Tu ne fais pas partie de ma famille, mais si j'avais un enfant adopté,
On doit peut-être se serait retrouver... probablement dans mon top 3. On doit peut-être se retrouver quelque part dans la lignée. Là, ta mère veut pas que je t'adopte. Je le prends à 18. Ça marche. Amenez-le jusqu'à 18. À 18, je le prends. Puis on fonde notre propre parti politique. Ça marche-tu? Les bilodos. À 2, ça va être un petit parti, mais on va peut-être rallier d'autres bilodos. Chaque grand parti a parti d'une petite partie. Ben moi, je peux vous dire une chose. Les Steven Bilodeau, c'est du monde vraiment hot. Je le connais très bien. J'ai appris de connaître aujourd'hui. Bravo, lâche pas, c'est exceptionnel. Tu sais, faire un trio des bilodos, là. Est-ce que t'en connaissais-tu un autre, Steven? Genre, moi, j'en ai jamais connu. Ben, il y en a un qui est chercheur à Québec, là, où je suis de Québec, je pense. Okay. Il est à Québec. Bon, OK. Il est J'essaie. chercheur. Ouais, ben, c'est OK, ça que je vais aller à sa rencontre également. Je pense qu'on va aller faire un... Tu vas faire la tournée des Steven Bilodeau. On va faire un soundcheck. Le Steven Bilodeau. Oui, un soundcheck podcast studio en direct du CHUL. De Steven Bilodeau. Le CHUL. Le CHU de Québec, je pense. Le CHUL. OK, il est au CHU. Ça s'appelle plus au CHUL. Ça s'appelle le CHU, Centre hospitalier de l'Université. Oui, c'est ça. Plutôt que Centre hospitalier de l'Université Laval à l'époque. C'est ça. OK. Ils ont enlevé le L. OK. Mais pourquoi ils ont enlevé le L? Les coupures de budget? Là, ça, je sais pas. Ils ont enlevé le L. Ça ils ont rentrait enlevé plus. le L pour le libéral. Mesdames et messieurs, mon nom est Steven Bilodeau. Merci d'avoir été à l'écoute du Soundcheck Podcast. Et bien, on se voit pour un autre épisode du Soundcheck Podcast Studio. Une autre fois.